الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible afin d'y être informé des toutes dernières nouvelles et ce en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 142e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibia débute sa séquence d'aujourd'hui par une étude réalisée par le CREAD qui révèle l'explosion du phénomène de la migration, oui, le phénomène de la migration, une étude intitulée, et pas des moindres, La saignée, tout simplement. En effet, la fermeture des frontières, en raison de la crise sanitaire, a renforcé les voies de passage clandestines, donnant au phénomène de ce qu'on appelle la harga une ampleur inquiétante, comme le démontre l'étude menée par un sociologue spécialiste de ce fait migratoire. De plus, la fuite ne fait que s'accentuer. Oui, elle ne fait que s'accentuer puisque cette junte militaire algérienne demeure toujours ancrée dans cette fuite. Une fuite en avant, en accusant à vue, en multipliant les poursuites et encore, en procédant à des enlèvements dans le dos d'une justice bien aux ordres. Mais entre-temps, on ne badine pas, oui, on ne badine pas avec cette mafia, disons-le clairement, au pouvoir en Algérie, sachant tout de même qu'un ancien député, et pas des moindres, a été remis en liberté provisoire ce dimanche par la chambre d'accusation près de la cour d'Alger, ce qu'a appris Liberté auprès de son avocat. Alors que, en ce qui concerne le registre économique, et plus précisément ce qu'il en reste jusqu'à l'heure actuelle entre le Maroc et l'Algérie, au niveau de l'enjeu, de cet enjeu géopolitique des gazoducs, et dans un contexte diplomatique très tendu, le non-roulement du contrat du gazoduc Maghreb-Europe est le sujet d'une vive polémique. Quel est l'enjeu géopolitique de ce dossier? Quel est l'impact économique pour le Maroc? Et quelles sont les pistes alternatives pour l'Algérie? Nous essaierons d'y répondre ici par la suite. Et c'est dans ce contexte de crise sans précédent, répondant aux provocations du chef de la délégation algérienne au séminaire de ce C24, donc ce comité spécial des 24, à l'île de la Dominique, sur les prétendues violations des droits de l'homme au Maroc, dont au Sahara, fallacieusement qualifié de, entre guillemets, dramatique. Le représentant marocain à l'ONU a dénoncé à son tour la situation catastrophique des droits de l'homme, par contre, en Algérie et surtout à Tindouf. Donc, pour revenir à la séquence d'aujourd'hui, qui s'entame par cette étude menée par le spécialiste du fait migratoire, un certain Mohamed Saïb Muzed, du CREAD même, qui s'appuie sur une revue documentaire menée sur 20 années de réflexion et d'enquête sur les mouvements migratoires en Algérie et dans la région du Maghreb, montre la tendance croissante de ce phénomène. Et Mohamed Saïb Muzed a relevé
nombre record de traversées entre l'Algérie et l'Espagne. Il observe 3 pics dans la dynamique migratoire entre janvier 2020 et juin 2021, avec le premier pic est en septembre 2020 et les 2 autres en 2021. Les données compilées de Frontex indiquent près de 13 000 tentatives déjouées par les gardes-côtes des pays de la rive nord, la plupart durant le 2e semestre. Cette année, de janvier à juin seulement, le volume de tentatives a augmenté de quelque 37% par rapport à la même période en 2020. Et pour leur part, les gardes-côtes algériens affirment avoir intercepté quelques 8184 haragas algériens et démantelé 190 réseaux de passeurs en 2020. Au total, rien qu'en 2020, plus de 20 000 tentatives de migration illégale par voie maritime ont été avortées. On ne connaît pas le nombre de haragas qui ont pu arriver sains et saufs, ni encore le nombre réel de morts ou de disparus durant la traversée de la Méditerranée, indique Mohamed Saïb Musset. Se basant sur des données algériennes fournies par le ministère des Affaires étrangères, données de 2018, le sociologue fait état de quelques 2 300 000 de ressortissants algériens enregistrés auprès des consulats à l'étranger, soit un taux de 0,7% de la population algérienne en 2019. Une forte concentration est observée en Europe avec, écoutez bien, 87% majoritairement rien qu'en France. Les autres destinations sont principalement les pays arabes, aussi ceux du Golfe ou encore d'Amérique du Nord, selon les données des Nations Unies, cette UNDESA 2019. Les migrants algériens en situation irrégulière à l'étranger sont davantage identifiés en Europe et les données de l'Eurostat font mention d'une moyenne annuelle de quelques 18 600 Algériens en résidence illégale dans les pays de l'Union européenne durant les 10 dernières années, entre 2008 et 2017, avec près de quelques 25 000 rien qu'en 2017, note ce même chercheur. Selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce fameux HCR, il y avait 10 375 enregistrés en 2018, dont plus de 50% rien qu'en France et en Allemagne, et dont certains attendent la reconnaissance de leur statut de réfugié. Oui, vous avez entendu, statut de réfugié. La migration estudiantine est une composante particulière des flux migratoires, indique le sociologue, puisque le nombre d'Algériens étudiants à l'étranger est passé de 20 000 en 2014 à près de 30 000 en 2018, selon les chiffres venus de cette ISU UNESCO 2020, répartis, donc tous ces nombres sont répartis dans plus de 40 pays, avec une concentration, écoutez bien, rien qu'en France, 83%, souligne-t-il. Les données administratives sur les titres de séjour des étrangers en Algérie ne sont pas accessibles, fait remarquer Mohamed Saïb Musset. Mais néanmoins, des estimations, indice à 2019, évaluent le nombre d'étrangers en Algérie à quelque 249 000, soit 0,6% de la population algérienne. La plupart des travailleurs étrangers proviennent de Chine, tandis que les employeurs proviennent des pays voisins, tels que le Maroc ou la Tunisie.
Une part des étrangers est composée aussi par les migrations estudiantines et une part importante par des réfugiés et des demandeurs d'asile ayant besoin d'une protection internationale, à savoir territoire palestinien occupé, territoire contesté du Sahara marocain ou encore de Syrie. La plupart de ces étrangers sont des résidents légaux en Algérie, affirme le chercheur, et les migrants étrangers en situation irrégulière en Algérie, ajoute-t-il, proviennent de plus de 40 pays, selon les données des interceptions par les services de sécurité en 2018. L'essentiel de ces interceptions provient de 3 pays voisins, le Mali, le Niger et le Maroc, selon les données publiées par la Gendarmerie nationale. Ces dernières 5 années, entre 2012 et 2017. Quatre types de questions en lien avec la migration sont d'actualité en Algérie, souligne Mohamed Saïd Mousset. La première concerne les migrations irrégulières dans les deux sens, soit de pays tiers vers l'Algérie, soit de l'Algérie à l'Europe. La deuxième question concerne les envois de fonds des migrants vers l'Algérie. La troisième est liée à la mobilité des compétences. Et enfin, la quatrième concerne les réfugiés et les demandeurs d'asile. Les envois de fonds de la communauté nationale à l'étranger sont estimés à 1,1% du produit intérieur brut, donc ce fameux PIB, en 2020, par la Banque mondiale, forcément en baisse depuis la pandémie de Covid-19. L'essentiel des transferts est effectué par les institutions, notamment sous forme de retrait, car les transferts personnels sont insignifiants. Après plus de 10 années de baisse, Mohamed Saïd Mousset observe une reprise à la hausse des transferts de fonds depuis 2014. L'Algérie tente de substituer les transferts d'argent par l'investissement de la diaspora et l'intégration des compétences nationales à l'étranger dans le processus de développement local, notamment ce que note le chercheur. Évoquant la mobilité des compétences algériennes, le sociologue fait état d'une accélération de la migration des cadres de haut niveau, notamment les ingénieurs et les médecins. Une étude récente indique un fort désir de migrer de la part des diplômés de l'enseignement supérieur. Un diplômé algérien sur 2 affiche son intention de quitter l'Algérie, selon Mohamed Saïd Mousset. Ceux qui veulent partir sont principalement des diplômés des filières scientifiques et techniques qui ont déjà trouvé un emploi. Les résultats d'une enquête du CREAD auprès des étudiants algériens en France font ressortir, écoutez bien, quelque 78% des étudiants déclarent ne pas avoir l'intention de retourner en Algérie à la fin de leurs études. Et 57% d'entre eux envisagent de s'installer en France, purement et simplement, tandis que 21% se préparent à partir pour un autre pays, immigrer ailleurs, alors que seulement 22% envisagent de retourner en cette Algérie. Mais alors, pourquoi tout ce désamour de cette Algérie, où la presse est mise au pas, soumise au chantage et aux menaces de poursuites judiciaires? Et en lieu et place des espaces de liberté, les autorités ont encouragé cet athée au patronyme imprononçable et ces mentors qui multiplient les contrefeux, les diversions pour faire oublier aux Algériennes et aux Algériens les problèmes cruciaux auxquels ils sont confrontés quotidiennement. La paralysie économique avec un chômage inédit, malgré des chiffres muets, la pénurie d'eau, la cherté de la vie, des arrestations arbitraires,
le sort de plus de 200 détenus d'opinion, un métro qui ne fonctionne plus depuis 2 ans, sans la moindre explication, les hôpitaux en embolie, une région, la Kabylie, livrée aux flammes et surtout aux pyromanes de leur genre. Les jours passent sans aucun bilan officiel des victimes. 160, parfois 190, parfois plus encore. Mais vivant dans quoi? Sous quel mystère? Et combien d'hectares sont ravagés? Pourquoi les autorités ont tardé à venir au secours d'une population qui n'a dû son salut qu'à la solidarité des citoyens et des citoyennes? Finalement, le mandat de cet athée est le pire qu'aura connu cette Algérie depuis 59 ans. Oui, et le pire depuis 59 ans. Quel que soit l'argument de ces vrais faux laudateurs du moment, lui et ses alentours, ceux-là même qui tourneront kazakh dès leur chute. Les 2 premières années du pouvoir de cet athée sont éclaboussées par une profonde impopularité, l'arbitraire le plus brutal, la manipulation de l'opinion, la crise économique doublée d'une insondable crise de confiance. Bien entendu, oui. La nuit n'est pas éternelle et le jour finira inévitablement par poindre et montrer son bout du nez. Et c'est ainsi que l'on apprend ce jour même que Nourdine Aït Hamouda a été remis en liberté provisoire, puisque la chambre d'accusation près de la cour d'Alger a décidé ce dimanche 29 août d'accorder la liberté provisoire à l'ancien député Nourdine Aït Hamouda. L'ancien parlementaire avait été arrêté samedi 26 juin dernier à Béjaïa, alors qu'il animait un café littéraire à Tichy. À l'origine de ces ennuis avec la justice, une plainte déposée par la fondation de l'émir Abdelkader suite à son passage sur El Hayat TV et la polémique qui en a résulté. L'ancien député est ainsi poursuivi pour atteinte au symbole de l'État et de la Révolution. Oui, atteinte au symbole de l'État et de la Révolution. Atteinte à un ancien président de la République. Atteinte à l'unité nationale. Incitation, excusez du peu, à la haine et discrimination raciale, selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Donc, Nourdine Aït Hamouda avait accusé l'émir Abdelkader d'avoir prêté allégeance à la France, rappelant que ce Nourdine Aït Hamouda est le fils, excusez du peu, du colonel et martyr des premiers jours qui était ce célèbre Amérouche. Et Nourdine Aït Hamouda accusé dans une interview accordée à Al Hayat TV l'émir Abdelkader, oui, d'avoir prêté allégeance à la France après la fin de la résistance populaire contre l'armée française en 1847. Y a-t-il crime humain avec cette déclaration? Et sa famille perçoit à ce jour, donc il continue dans sa déclaration, sa famille perçoit à ce jour des allocations de la France au château d'Amboise, où l'émir Abdelkader fut mis en résidence surveillée. L'épouse de l'émir embrassa la main de Napoléon III. Y a-t-il crime là? Mais il ne dit pas, donc lui-même, je ne dis pas que l'émir était un traître, mais il a été condamné par l'histoire, parce qu'il avait combattu la France avant de se mettre à ses côtés. A-t-il lâché ce Nourdine Aït Hamouda? Et la fondation Émir Abdelkader a vite réagi et a envoyé la démarche d'un collectif d'avocats pour poursuivre Nourdine Aït Hamouda en justice. La chaîne de télévision El Hayat, quant à elle,
est aussi sanctionné par une suspension de ses programmes et son accréditation pendant une semaine. Son directeur, Habib Hannachi, est poursuivi dans la même affaire, mais on ignore pour l'heure ce qu'a retenu contre lui le juge d'instruction. Et cette fois-ci, du côté économique, on est bien servi aussi. Il aura suffi moins de 48 heures après l'annonce par l'Algérie de la rupture des relations avec le Maroc pour que le ministère algérien de l'énergie et des mines déclare que l'Algérie allait couvrir l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz naturel à travers le gazoduc Medgaz reliant directement l'Algérie à l'Espagne à travers la Méditerranée. Une décision qui, si elle est avérée, est supposée mettre fin à un quart de siècle d'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe, ce fameux GME traversant le Maroc. La théorie conspirationniste qui domine l'état psychique des responsables algériens n'a pas épargné la déclaration d'Amina Ben Khadra, la directrice générale de l'ONIM, qui affirma il y a quelques jours que le Maroc n'a aucune objection sur le renouvellement du contrat d'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe GME qui expire le 31 octobre 2021. Ce gazoduc, long de quelques 1300 km, traverse le territoire marocain sur une distance de 540 km et présente une capacité maximum d'exploitation de quelques 13 milliards et demi de mètres cubes par an. Il accorde au Maroc un droit de passage de 7% des quantités transportées vers l'Espagne et le Portugal, soit une moyenne annuelle de 700 millions de mètres cubes sur un total d'importation nationale en gaz naturel, donc de 1,3 milliard de mètres cubes, ce qui représente 60% des besoins marocains importés. Cette part relative, aussi importante en apparence, est-elle pour autant décisive dans la politique énergétique du Maroc? Eh bien, la réponse est non, puisque le gaz, en général, ne contribue qu'à hauteur de 5% dans la production électrique du Maroc, qui a su gagner en diversification, 60% en pétrole, 25% en charbon, 10% en énergie renouvelable. En d'autres termes, le gaz algérien ne pèse pas plus de 3,3% de la production électrique marocaine. Autrement dit, en impact budgétaire, le Maroc mettra désormais la main à la poche pour payer l'équivalent du gaz qui ne coulerait plus depuis le gazoduc Maghreb-Europe, soit une moyenne annuelle de quelques 160 millions de dollars, qui est une somme sans impact réel sur le budget de l'État, puisqu'elle n'y représente pas plus de 0,65%. Cependant, le Maroc, dans sa stratégie nationale de transition énergétique, table sur l'augmentation de la part relative du gaz naturel dans la production d'énergie de 5% à 13,5%, soit 5 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030, et ce par le remplacement progressif du charbon par le gaz, conformément aux engagements pris par le Royaume marocain dans les accords de Kyoto. Et pour ce faire, le Maroc devra augmenter ses capacités de stockage, car il va désormais recourir à l'importation du gaz naturel liquide et diversifier la liste de ses fournisseurs. Mais dans l'immédiat, il n'y a aucun risque sur l'alimentation du marché local, étant donné les capacités de stockage disponibles et capables de couvrir la consommation domestique de plusieurs mois. Déjà en 2011,
l'Algérie avait inauguré le gazoduc Medgaz reliant directement l'Algérie à l'Espagne, vers Almeria, puisque l'objectif affiché était l'augmentation des capacités d'exportation en appui au gazoduc Maghreb-Europe, mais les intentions des gouvernements à Alger allaient plutôt vers une réduction de la dépendance au Maroc dans l'approvisionnement de ses clients en Espagne et au Portugal. Depuis lors, l'Algérie a sciemment réduit progressivement les quantités conduites via le gazoduc Maghreb-Europe au profit du Medgaz, dont la capacité maximale est de 10 milliards de mètres cubes par an. Est-ce une alternative définitive au gazoduc Maghreb-Europe? Cela a été la conclusion d'une étude posée sur le bureau de l'ancien chef du gouvernement algérien. Cependant, cette piste a été préconisée en 2019 dans une conjoncture de baisse de consommation mondiale et Medgaz serait-il capable de faire face à une explosion de demande en guise de reprise économique dans les mois à venir, conformément aux prévisions des spécialistes des marchés de l'énergie? Rien n'est moins sûr. Oui, rien n'est moins sûr car l'Algérie doit alors faire le choix entre deux pistes. 1. Reconduire le contrat du gazoduc Maghreb-Europe en attendant l'extension de la capacité du Medgaz à 15 milliards de mètres cubes et plus, ce qui est une solution qui prendrait au moins 5 années comme période de transition. 2. Assumer la rupture avec le gazoduc Maghreb-Europe au risque d'être dans l'incapacité de livrer dans l'immédiat les quantités demandées par les clients. Si le choix paraît évident, tout plaide pour que les gouvernements à Alger optent pour le second choix, aux grandes dames des économistes. Ainsi, l'enjeu géopolitique l'emporterait sur toute logique économique de construction, d'intégration et de perspectives d'avenir. Après la rupture des relations diplomatiques, le non-renouvellement du gazoduc Maghreb-Europe serait le dernier clou dans le cercueil du projet mort-né qui s'appelle l'Union du Grand Maghreb. Il reste à savoir si l'Espagne, qui importe 25% de ses besoins gaziers de l'Algérie, resterait passive à ces tiraillements qui risquent d'impacter sa dynamique économique. Enfin, faut-il prendre au sérieux les tentatives algériennes de ressusciter le projet de gazoduc subsaharien afin d'enrayer le projet du gazoduc Nigeria-Maroc? Mais cela est une autre histoire. Aussi, du côté de ce comité spécial des 24, ou plutôt ce qui est appelé le C24 de l'ONU, des Nations Unies. Pour Omar Hillel, le représentant diplomatique aux Nations Unies, le conflit imposé au Maroc par Alger est la pire des violations du droit international. Oui, cet ambassadeur du royaume marocain auprès de l'ONU a invité le chef de la délégation algérienne, poliment, à s'inspirer du proverbe africain qui conseille, ouvrant et fermant les guillemets, ne pas jeter de pierre sur le voisin quand ta maison est de verre. Et Omar Hillel a confronté le diplomate algérien aux multiples déclarations de Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, sur ce qu'elle a qualifié de détérioration grave de la situation des droits de l'homme en Algérie. Donnant lecture à ces déclarations auprès de l'audience
Il a ajouté que jamais aucun pays n'a été cité autant de fois ces dernières années par la haute commissaire Michelle Bachelet que l'Algérie. La responsable onusienne y a dénoncé entre autres les arrestations arbitraires l'année dernière de 2500 personnes, les procès iniques de 1000 citoyens algériens et les disparitions forcées des leaders et participants du Hirak, dont le seul crime était l'expression pacifique de leur opinion au sein du Hirak pour une Algérie dite démocratique et respectueuse des droits de l'homme et des libertés politiques, économiques et culturelles. Jamais, a encore martelé Omar Hilal, un pays n'a été épinglé par autant d'experts indépendants et de mécanismes des droits de l'homme de l'ONU que l'Algérie. Et de s'adresser directement à l'ambassadeur algérien, ce Sofiane Memouni, quand le représentant de l'Algérie se permet de dénigrer fallacieusement la situation au Sahara marocain, il doit savoir une fois pour toutes qu'il n'y a pas le Maroc d'un côté et son Sahara de l'autre. Ne lui en déplaise, ils ne font un seul pays. Quand il divague sur des prétendues violations des droits de l'homme au Sahara, il doit savoir qu'il agresse expressément tout le Maroc. Et quand il évoque la situation à l'Ayoun ou à Dakhla, c'est comme s'il s'attaquait à Rabat, Tanger ou Oujda. Ainsi, s'inscrivant en faux à l'égard des propos mensongers du représentant de l'Algérie sur l'absence de violation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf, Omar Hilal a argué que Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres organisations internationales et mécanismes onusiens ont publié des rapports qui dévoilent les violations massives et systématiques des droits de l'homme dans ces camps et réaffirmant la responsabilité directe de l'Algérie. Excipant ainsi des conclusions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, lequel a déclaré il y a 2 ans que l'Algérie est responsable en tant que pays hôte des violations des droits de l'homme qui sont perpétrées sur son territoire. Omar Hilal a de plus dénoncé des situations désastreuses auxquelles les populations séquestrées dans les camps de Tindouf sont assujetties. Personne ne peut sortir de ces camps où il n'y a pas de liberté de mouvement, ni d'expression, ni d'association. Même les chanteurs qui osent parler de liberté sont malheureusement agressés ou emprisonnés. Les mouvements dissidents au Polisario sont bannis et pourchassés. Ils n'ont aucune alternative que l'exil, a-t-il déploré, indiquant que les camps de Tindouf, comme les anciens camps staliniens, sont synonymes de violation des droits de l'homme, alors que le Sahara marocain est heureusement synonyme de liberté, de démocratie et de respect. Mixant la géographie à l'histoire, l'ambassadeur Omar Hilal a rappelé que les camps de Tindouf sont à l'est et que la liberté est tout simplement à l'ouest. Le diplomate marocain a en outre décrié le refus de l'Algérie de permettre l'enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, en violation de ses obligations internationales et des résolutions du Conseil de sécurité. L'Algérie s'oppose donc depuis plus de 4 décennies à l'enregistrement parce que tout simplement, elle ne veut pas que le monde connaisse le nombre de ces populations. Elle veut utiliser les camps de Tindouf comme le symbole de la persistance d'un conflit, a déclaré Omar Hilal.
réagissant à l'accusation absurde du représentant de l'Algérie que le Maroc impose la loi du silence au Sahara marocain. Et Omar Hillel lui a rappelé qu'il s'agit d'un autre mensonge de l'Algérie en donnant l'exemple des éléments séparatistes qui se déplacent librement du Sahara marocain à Alger et à l'université d'endoctrinement de Boumerdès, voire même dans les camps de Tindouf, puis retournent bon an, mal an au Maroc sans être inquiétés. Hélas, l'inverse n'est pas possible, ce qui démontre la démocratie et la liberté qui règnent au Sahara marocain. L'ambassadeur du royaume marocain auprès de l'ONU a en outre mis en relief la coopération fructueuse du Maroc avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, ainsi que les mécanismes onusiens des droits de l'homme. Le Maroc a adressé 14 invitations ouvertes aux experts des droits de l'homme des Nations Unies pour entreprendre des visites au Maroc, y compris au Sahara marocain. Combien l'Algérie a-t-elle invité? Aucune, a-t-il répondu. Et en réponse aux propos du représentant de l'Algérie, que le Maroc ne respecte pas le droit international au Sahara, le diplomate marocain l'a interpellé. Quand l'Algérie impose un conflit au Maroc depuis 45 ans par un groupe séparatiste interposé, est-ce que cela ne constitue pas une grave violation du droit international? Ce n'est pas une violation de la Charte des Nations Unies? Ce n'est pas une violation des principes du mouvement des non-alignés et de l'Union africaine? C'est la pire des violations du droit international, a-t-il martelé, en ajoutant que l'Algérie se permet même de détourner l'assistance humanitaire destinée aux populations des camps de Tindouf, comme confirmé par le rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne, cette fameuse OLAF. En montrant ce rapport aux participants au séminaire, l'ambassadeur Omar Hillel a indiqué qu'il y avait des partis désignant des hauts fonctionnaires et des institutions algériennes comme étant des responsables de ces détournements qui ont été cachés en noir par l'OLAF afin de ne pas gêner le régime algérien. Et c'est ça l'Algérie qui détourne l'assistance humanitaire. L'Algérie a plus d'argent à donner pour armer le Polisario que pour nourrir ses propres populations séquestrées dans les camps de Tindouf, a-t-il conclu. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir au travers de votre Ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous, à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, et surtout d'aider votre chaîne Bled Maralibia en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire très nombreux, afin d'être informés le plus rapidement possible avec les dernières nouvelles. Mais surtout, n'oubliez pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos connaissances, partout où vous êtes, les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.